Ok, on est parti pour la correction de l'ECM. Donc là, je repars vraiment de zéro, j'ai juste la machine juste préparée, même pas installée. Donc on va commencer par ça. On va commencer par les pfSense. Ça, c'est toujours la première étape, moi, que je fais. Je commence toujours par les routeurs. Je le mets en UEFS, mais sinon, par sécurité, on pourrait le mettre en ZFS pour faire un disque RAID 1, si on avait mis deux disques. Là, on reste sur des paramètres classiques. Tout le disque entier. Comme j'ai pas modifié les paramètres, on est en BIOS classique, donc on est en boot MBR. Si j'avais mis boot UEFI, j'aurais mis GPT. Hop, donc là, c'est installé. Ça, c'est la première étape. On installe standard. Dans le même temps, je vais lancer l'install du TrueNAS, qui est un petit peu plus longue. Comme ça sera fait. Autant optimiser un maximum les choses. Donc espace pour choisir le disque. Je vais utiliser l'utilisateur TrueNAS Admin pour la configuration. Donc là, comme je ne suis pas en UEFI, je vais dire répondre non. Si vous l'installez sur un vrai ordinateur et tout, donc il sera lui en UEFI, il faudra bien sûr dire oui. Voilà, c'est parti. Pendant ce temps-là, il nous a préparé ça. Donc, les interfaces là sont dans le bon ordre, puisque j'en ai que deux. Et avec le DHCP, je vois qu'il est sur le réseau 14, sur le NAT. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va régler les interfaces. À commencer par la WAN. Donc non, je veux pas de DHCP. 192.114.3. On va partir. Ensuite, donc celui-là, on est en réseau 24. Et le Stream Gateway, donc qui nous est donné ici par pfSense, c'est le 14.2. Parce que j'ai pas touché au réglage. Oui, c'est la gateway par défaut. Pas d'IPv6. On veut pas de DHCP sur le pfSense. Et on va rester en HTTPS pour l'afficher, pour la configuration. Ensuite, je refais la même chose pour la deuxième carte. Parce que le 1.1, ça c'est une adresse qui met par défaut, qui est utilisée sur beaucoup de routeurs, même dès que vous les achetez, la plupart sont en 1.1 ou en 0.1. Donc, non. 192.168, là, je suis sur le premier, donc je suis en 172.16.0.3. On est en 16. Et comme on est sur un LAN, on n'a pas d'adresse upstream. Toujours pas d'IPv6. Toujours pas de DHCP. Voilà notre configuration de base pour le réseau.
le réseau 1, le routeur 1. Je fais la même chose sur l'autre. Donc là, 192.168.14.4 en 24, 192.168.14.2. Yes. Non, non, toujours pas. 2, 2, non. Donc ici, on a 192.168.13.3. On est en 26. Pas d'Upstream Gateway. Là, la base de mes routeurs, c'est OK. Je vais vérifier où en est mon TrueNAS. Le TrueNAS est prêt. Je vais l'éteindre pour tout à l'heure. Ça sera fait. On va terminer. Ah, on va continuer avec nos routeurs pendant ce temps-là. Donc là, je vais me connecter. Donc 172.16.0.3. Donc là, on pourrait faire le truc, mais je vais le skipper. Je vais aller régler directement ce que je veux. Donc, je vais être directement dans General Setup. Ici, je vais faire PF7 1. Et je vais surtout mettre un DNS. Je vais mettre l'Upstream Gateway. Comme ça, si jamais il y a des PC qui sont en statique, et on va en avoir, ils vont utiliser, ils vont être redirigés vers cette adresse-là en cas de besoin. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours quand même veiller à avoir un serveur DNS d'indiquer dans le routeur. Mais ici, on voit que c'est coché que si jamais c'est en DHCP, ça sera, surplanté par celui qui est dans le DHCP. Le reste, je vais pas y toucher. Deuxième point à vérifier, c'est dans le routing pour être sûr qu'on n'a bien qu'une passerelle et qu'elle soit bien par défaut. Donc ça, c'est bon. Au niveau des interfaces U1, on va aller juste débloquer celle-ci. Sinon, on va être embêté par du fait qu'on est sur un réseau qui soit public des deux côtés. Normalement, dans le LAN, c'est pas activé. Et au niveau du pare-feu, pour l'instant, on va pas s'en occuper, on verra. Ici, du coup, je vais aller faire la même chose sur le deuxième. Donc 192.168.13.3. Voilà, le bon mot de passe, ça ne marchera pas. Même chose. 192.168.14.2. Ah, là, je fais je vais pas avoir mis de gateway pour LAN tout à l'heure. Je vais corriger ça, c'est bizarre.
Non, pourtant elle est pas là. Bon, je sais pas pourquoi il m'a créé une deuxième gateway ce coup-là. Bon, c'est pour ça qu'il faut toujours jeter un œil, comme ça au moins on est tranquille. Regardez la one DHCP. Ouais. Le principal, c'est que la gateway, de toute façon, elle passe, ça soit bien celle-là qui soit indiquée, cette adresse-là. Je vérifie, je suis bien en... Ah bah non, il m'a pas pris, je l'avais pas changé. Bizarre. Du coup, je revérifie où je suis dans le routage. Ça c'est que là, sur l'interface de LAN, donc je vais en rajouter une sur le WAN. M1 Gateway. 192.168.14.2. D'accord, il faut que je supprime d'abord. Là, on va supprimer. Voilà. Et du coup, faut pas oublier d'aller la cocher dans le WAN, sinon il ne saura pas par où passer. Voilà. Donc là, avec ça, on a bien réglé nos PFSense. Je vérifie quand même que le LAN ait bien pris les éléments. Oui, on a réglé les bases de notre réseau et des cartes du PFSense. Maintenant, on va aller gérer notre VPN. Donc là, je vais VPN IPsec, add phase 1. Donc là, vers VTnet 12. Et que V2, on n'y touche pas. On va bien passer par le WAN pour faire le PF, l'IPsec. Donc là, la remote gateway, c'est 192.168.14.3, puisqu'on est sur celui qui est en point 4. Échange par clé mutuelle. L'identifiant, c'est les adresses IP. Ça pourrait être mis d'autres adresses IP ou d'autres noms de domaine. Là, on va rester simple. Et ici, je vais mettre une première clé. On va renforcer légèrement la sécurité en mettant à 256. Le SHA, on va le laisser à 256 et le dash group, on va le laisser à 14. C'est le groupe commun. Mais il faut pas, en tout cas, même si vous changez de groupe, faut bien que ça soit aligné le même de chaque côté et que vous ayez au moins 2048 de, de cryptage. Le reste, on va pas y toucher. Ça, c'est la phase 1. Ensuite, la phase 2, c'est de déterminer du coup quel réseau on veut atteindre. Donc là, le VTnet 12. Donc c'est notre LAN qu'on veut faire transférer à travers le tunnel.
Donc ça, c'est bon. Et le network, c'est le network sur lequel on veut aller de l'autre côté. Donc le 00 en slash 16. Ici, on va laisser qu'un seul algorithme. Avec ce qu'on va passer à 256. On vérifie qu'on soit bien sur les mêmes éléments. 256, groupe 14. Ici, on peut demander directement de pinguer un autre. Comme ça, il va essayer de vérifier régulièrement si c'est fonctionnel. 0, je vais y arriver. 0.3. Ça, c'est le premier côté. Maintenant, on va faire la même chose du deuxième côté. RBTNet 13. 192.168. 13.1. 14.4. On passe bien par le one. On remet bien la même clé, les mêmes sécurités. Cent 192.108.13.0. On n'oublie pas de mettre en 26. Là, on a préparé du coup notre PSense en VPN et on n'a plus qu'à vérifier si ça fonctionne. Donc pour ça, on va aller dans Statut, IPsec et je connecte la phase 1 et 2. Alors là, il n'a pas voulu la phase 2. Donc ici, je suis bien sur le local vers le 13.026. Le remote le 16. Donc ça, on est d'accord. La phase 1, elle est passée. Statut IPsec, donc il n'a pas connecté. Alors, de quel côté est le problème? Je vais aller vérifier dans pfSense si j'ai pas fait d'erreur dans ma configuration. Donc le 13, je suis bien en 26. Le 14, là, je suis bien en 16. Alors, qu'est-ce qu'il m'aurait fait? De quel côté? On va aller vérifier du coup. C'est pas désactivé. Je suis bien vers VetNet 12. On va changer le titre des fois. Vers R12. Hamptonnet vers le network. 256. À la limite, je vais retirer le ping des fois que ça lui pose un problème. Je vérifie l'autre côté aussi. Vers R13. 13.026. Ah, hop, voilà. Je n'avais pas mis à 128, donc ça pouvait poser un problème puisqu'il n'avait pas le même cryptage des deux côtés. Donc on va revérifier notre statut. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre le temps de bien lire, parce que là j'étais passé à côté de ce point-là.
Et du coup, bah, il y avait des différences de sécurité de chaque côté, donc ça lui plaisait forcément pas. Donc là maintenant, nos éléments sont connectés. On va faire un diagnostic de ping pour vérifier. Donc là, 192.168.13.3. Et on passe par le LAN, confirmé. Et là, normalement, on va pas passer. Parce qu'il nous reste un élément déjà principal qu'on n'a pas fait. C'est qu'on n'a pas ouvert les règles du pare-feu. Donc là, pour l'instant, on est en mode labo, on fait les préparations, donc je vais laisser passer les choses et on refermera tout à l'heure quand on aura toutes les adresses de machines et qu'on voudra faire plus précisément. Ça, je le fais des deux côtés. Maintenant, dans le diagnostic, 172.16.0.3, en passant par le LAN, et là, ça répond bien. Si vraiment on veut être sûr, on peut vérifier l'autre côté aussi. Même bon, après, si on a fait la même chose des deux côtés, donc c'est pas obligatoire. Mais voilà, comme ça au moins, c'est montré que ça marche. Voilà, donc là, pour l'instant, au niveau du PFSense, on a terminé. On y reviendra tout à l'heure pour régler précisément les pare-feux une fois qu'on aura préparé les autres machines. Donc maintenant, je vais m'occuper des serveurs Windows. Pendant que c'est en train de charger, je vais finir la préparation de mon TrueNAS pour rajouter les disques. Donc je demande un RAID 5 de 30 Go de stockage au total. Donc il fallait bien se souvenir qu'un RAID 5 avait 3 disques minimum. Donc ça c'était bon. Mais après, il fallait se souvenir du calcul. C'est-à-dire que le calcul, quand on est en RAID 5, on fait l'addition des 3 disques et on retire un tiers. Donc ça fait que si on veut 30, c'est 30 plus 30. Enfin, c'est 15 plus 15 plus 15. Et on retire. Donc ça nous fait 45. On retire un tiers, soit 15. On est bien à 30 gigas. Donc là, je vais rajouter mes 3 disques de 15 gigas, ce qui me permettra d'avoir la taille de mon disque. Comme il est un peu long des fois à démarrer, je vais démarrer tout de suite. Je fais bien la préparation des Windows Server. Donc le 2, c'est celui qui sera dans le sous-domaine. Et le 1, ce sera le principal.
Donc première chose, je vais renommer la machine SRV RN. Je redémarre tout de suite comme ça, c'est fait. Je fais la même chose sur le deuxième, donc SRV AFA. Et on démarre assez vite. Alors, on va se concentrer sur le premier déjà. Avant d'ajouter les rôles, on va régler la carte. Donc ici, c'est le 1, donc 172.16.0.5. 172.16.0.3. Et pour l'instant, on va dire que c'est 0.3. Pour le DNS, de toute façon, ça va changer. On peut éventuellement désactiver l'IPv6, mais c'est pas une obligation. Ici, on fait un rafraîchir pour vérifier qu'on passe bien la bonne adresse. Et maintenant, on va ajouter les rôles. En l'occurrence, le DHCP, le DNS et les services de domaine Active Directory. C'est les trois qu'on a besoin. Donc bon, là, on passe les différents messages. Non, c'est ce que je voulais. Un petit screen. On lance l'installation, on le laisse tourner. Pendant ce temps-là, on va s'occuper du deuxième. Parce que même si on peut pas le passer dans le domaine tout de suite, ça n'empêche pas d'installer les rôles et de lui mettre sa bonne adresse. Sur 592.168.13.5. Ici, ne pas oublier de rechanger. 192.168.13.3. 13.3. Non, on va le mettre tout de suite, comme ça évitera d'y repasser. 172.16.0.5. Puisqu'après, il aura besoin de toute façon de viser le serveur principal de Rennes. Donc, autant le mettre pour optimiser les choses. Voilà. Installer les rôles. DHCP, DNS, Active Directory.
Pendant ce temps-là, le premier a terminé. On va le promouvoir. On va ajouter une nouvelle forêt parce que c'est le principal. Donc reine.local. Là, je vais pas avoir de serveur inférieur à 2025. Donc je peux laisser sur 2025. Pas de délégation DNS parce que de toute façon, il n'y a pas de serveur DNS qui tourne. Les éléments, on n'y touche pas. J'attends juste de vérifier qu'il propose d'installer, qu'il n'y ait pas eu de soucis. Et là, normalement, maintenant, c'est tranquille. Si jamais vous n'avez pas coché DNS au moment de l'installation, cette étape-là ici sera plus longue. Parce qu'il faudra qu'il installe le service DNS lui-même correctement. Et donc, ça prendra un petit peu plus de temps que si vous l'avez. Alors que si vous l'avez coché dès le départ, ça ira plus vite. Là, on va le laisser redémarrer tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais aller m'occuper de mes Proxmox. Comme ça sera fait. Donc oui, là, j'ai pas coché la case au niveau du processeur. Donc voilà, ici, c'est là qu'il faut faire attention. Donc, si on veut faire vraiment quelque chose de propre au niveau de la haute disponibilité, il nous faut pouvoir utiliser la réplication. Surtout si on veut le faire entre des disques locaux. Donc là, il faut bien aller dans les options et ici, choisir ZFS en RAID 0. Parce que le ZFS a des capacités améliorées au niveau du stockage. Après, une note, effectivement, là, on n'avait pas le cas ici. Il vous dit que le ZFS est incompatible avec les cartes contrôleurs physiques. Donc ça, effectivement, ça peut potentiellement poser un problème dans certains cas sur des serveurs où on passe par des disques virtuels, comme on a pu l'apercevoir l'autre fois dans l'IDRAC. Donc ça va dépendre un petit peu de votre infrastructure. Mais normalement, en tout cas, c'est pas le XT4 qu'il faut mettre. Éventuellement, il y a le BTRFS, qui est un système qui est en cours de création par Proxmox, qui peut aussi aller. Mais de base, essayez de mettre du coup en ZFS par priorité. Je prenne le screen des options. Voilà. Le réglage. Donc après le réglage, ça c'est bon. Ici, comme c'est la version 9.1, au niveau de la configuration, ils ont augmenté la sécurité, donc il faut 8 caractères. Là, PVA 1. Local. On va mettre à 13.6 en 26. On n'oublie pas de changer la passerelle parce qu'elle n'est pas envoyée automatiquement par le DHCP de VMware, puisqu'on est en notre host only. Et on va déjà mettre
13.3 pour le serveur DNS. Normalement, ça devrait fonctionner. Si jamais il y a un souci, on le changera directement par l'Upstream Gateway. Ça, c'est pour le premier. Et on fait la même chose pour les deux autres. .7, 13.3, 13.3. Et PE3, parce que bien sûr, j'ai oublié de renommer le 2. Donc 8, 13.3, 13.3. Ok, comme ça, c'est parti. Celui-là est déjà redémarré. Celui-là est en cours. Lui, il n'a pas tout à fait fini. Donc le TrueNAS, on vérifie s'il a bien démarré pendant ce temps-là. Donc là, il n'a pas récupéré d'adresse. On va aller voir pourquoi. Il est sur le réseau 12. Normalement, il aurait dû recevoir. Non, puisque j'ai pas activé le DHCP sur le réseau 12. C'est pour ça que pour l'instant, il n'a pas reçu. Donc c'est normal. Juste le temps de le configurer. Je vais faire un reboot. DHCP. Moi, il aura son adresse pour après. Et je pourrai la configurer. Donc maintenant, celui-ci est prêt, au niveau du domaine du moins. Et on va voir tout de suite pour rajouter justement les étendues DHCP et au moins le routeur dans le DNS. DHCP déjà, on va l'autoriser à l'intérieur de la D. Comme ça, on est sûr qu'il sera bien en vert. Et on s'aperçoit là donc qu'il est bien en vert. Si jamais du coup la flèche, le drapeau est disparu pour valider et qu'ici vous êtes en rouge,
faites un clic droit sur le serveur lui-même, et ici, vous aurez autorisé à la place d'interdire. Donc du coup, on va laisser comme ça. Mais c'est au cas où, des fois, ça arrive que ça disparaisse. Donc, il faut bien savoir ça à faire. Maintenant, du coup, on va créer nos étendues. Réseau 12. Donc 172.16.0, on va dire à partir de 20. À 172.16.0. Je demandais 30 de mémoire. Donc ça va être 49. Parce qu'il faut pas oublier que la première valeur, celle de 20, compte dans le lot. Si on veut tomber vraiment sur le nombre pi. Ici, on va pas avoir besoin de faire d'exclusion, donc on n'y touche pas. Le bail, on va le laisser sur 8 jours, c'est pas un problème. On va configurer nos options maintenant avant de les oublier. 172.16.0.3 pour la passerelle. Ici, on va rajouter 192.168.13.3. Comme ça, c'est pour... Bon, même si... si. C'est comme là, du coup, c'est pour le DHCP. Si jamais une machine veut interroger le DNS de celui-ci et qui est tombé, il redirigera, du coup, il testera celui-ci à la place. Donc c'est pour ça que j'en mets directement 2. Normalement, les deux sont pas censés tomber simultanément. Si les deux tombent simultanément, ça veut dire qu'il y a un autre problème ailleurs. Donc j'active l'étendue maintenant et je vais ajouter la deuxième R13. On va faire pareil. Donc on a dit 49. Là par contre, s'il y avait un petit piège, c'était de ne pas aller trop loin dans l'étendue, parce que sinon, si on dépassait 64, du coup, on se retrouvait en dehors du sous-réseau. Et donc là, on aurait pu avoir un problème potentiel. Donc toujours pas d'exclusion. Est-ce que je l'ai pris sûr? Configurer les options maintenant, comme tout à l'heure. 13.3. 13.5. Donc là, notre serveur DHCP est configuré et c'est actif. Donc j'aurais même pu attendre de redémarrer le TrueNAS pour le tester. Je pense que c'est ce que je vais faire après. Donc ici, on va régler notre DNS. Au moins déjà le routeur. Routeur 1, 172.16.0.3. Je vais créer la zone de recherche inversée, elle n'était pas demandée. Il y en a qui ont testé, donc comme ça, en même temps, je la remets en vidéo. Donc, on appelle la zone inversée, c'est quand du coup, on veut
on tape l'adresse IP et ça fait la retranslation avec le vrai nom de domaine. Code IPv4 et l'idée du réseau. Là, on est sur le 12, donc sur 72.16.0. Donc là, on va laisser avec un minimum de sécurité quand même pour les mises à jour. Donc, routeur 1, 172.16.0.3. Donc après, j'aurais pu le créer sans le, le pointeur et rajouter le pointeur après, mais autant le modifier tout de suite, comme ça c'est fait. C'est pas le plus long à faire la zone de recherche. Voilà, donc là on a notre routeur 1, on peut le vérifier. HTTPS routeur 1.ren.local. Si je mets des points virgules, forcément ça va pas marcher. Et pas content. Ah, c'est peut-être aussi parce que du coup j'ai pas mis le domaine ren.local dans le pfSense. Parce que ici dans système général setup, du coup on a le nom de domaine. On va voir si ça prend à la volée ou pas. Ça, j'essaierai de jeter un œil éventuellement pourquoi, mais en tout cas on voit que le DNS est bien actif puisqu'il a bien redirigé vers le pfSense quand même. C'est juste qu'après il y a une protection qui se fait. Mais après, il me semble que j'ai vu à un moment aussi que des fois, il aimait pas toujours avoir que le domaine soit en point local, le pfSense. Il y a déjà eu probablement des tentatives d'arnaque avec ça. C'est pour ça qu'il parle de DNS rebinding. Donc, j'irai voir. Mais en tout cas, ça peut permettre de tester que votre DNS est bien fonctionnant. Donc là, normalement, une dernière chose qu'on peut ajuster, c'est à la racine les redirecteurs. Donc là, dans les redirecteurs, il y a lui-même. On peut le modifier pour mettre 192.168.13.3, 13.5. Et on peut modifier aussi pour rajouter éventuellement 192.168.14.2, qui est notre Upstream Gateway. Et donc normalement, si votre pfSense est bien réglé, on devrait accéder jusqu'à l'Upstream Gateway, donc on ne devrait pas avoir de problème de retour. Ouais.
Là, normalement, au niveau de celui-là, pour l'instant, on est bon. C'est juste qu'il y avait ajouté un élément dans le DNS. Là, je l'ai oublié lequel, on refera le point tout à l'heure. On va s'occuper du deuxième maintenant. On va essayer de faire les choses une par une. Donc ici, on va passer en contrôleur de domaine et on va faire ici un sous-domaine. Donc le sous-domaine, c'est le domaine enfant. Ici, je vais faire administrateur@rennes.local. Donc depuis 2025, il a tendance à largement préférer la méthode en adresse email que de mettre Rennes anti-slash administrateur. Je sais pas exactement pourquoi ils ont modifié ça, mais on va dire l'ancienne version. Souvent, elle est plus bien reconnue par le 2025. Donc, de préférence, c'est utiliser directement l'inscription par adresse email. Donc, qui n'est pas une vraie adresse email, mais c'est la méthode d'authentification. Donc ici, je mets AFPA et on met juste AFPA. On met pas autre chose. Là, si le DNS est bien redirigé, normalement, il devrait pas nous poser de problème. Le nom du site, bon, si on avait créé d'autres sites, on aurait pu le différencier. Donc là, pour l'instant, bah, comme on va pas le faire. Au pire, on pourra le faire après. C'était pas non plus explicitement demandé de séparer les sites. Là, du coup, on peut demander une création de DNS. Donc, normalement, ce qu'on va rajouter dans AFPA.rennes.local sera présent dans la zone principale de rennes.local directement. Donc, si on fait ça, ça peut nous faciliter les choses après pour la redondance du DNS. Mais on n'est pas obligé, et si jamais il vous propose il vous propose pas de faire la délégation, ce n'est pas grave. Donc là, on va le laisser faire ses vérifications. Donc là, il va terminer. On va aller tester notre DNS au niveau du TrueNAS. Comme ça, on sera fixé. Je vais aller le redésactiver. Et là, maintenant, on va plus avoir qu'un seul DHCP qui va pouvoir donner des adresses. Donc, notre PF7, notre TrueNAS devrait se retrouver avec 172.16.0.20 comme adresse IP. Comme ça vous permet de vérifier votre serveur DHCP. Donc, on refait un reboot.
Pendant ce temps-là, les proxmox sont terminés. Pendant que j'y suis, je pourrais même commencer à préparer un élément qui servirait pour un bonus, de mettre le troisième contrôleur de domaine qui est la réplication du reine.local, c'est un deuxième contrôleur pour le même domaine. Ça sera fait. Et toujours essayer d'optimiser un petit peu les choses. On va longer dans le CF. Le Tronas, voilà. On voit bien qu'il est en 172 16 0 20. Donc là, on va voir lui en train d'appliquer. Donc je vais m'occuper du Tronas pendant ce temps-là. Tronas underscore admin. Je vais commencer par le mettre en statique. Donc, système, pardon, network directement. Et j'édite la configuration. Donc là, j'ai le 16.5. Je peux le mettre à 16.6. J'enlève le DHCP, je désactive l'IPv6 et je fais add pour ajouter l'adresse IP. Donc 172.16.0.6 en /16 et on save. Donc ici, on va lui indiquer la gateway. Et on va aussi éditer en dessous les DNS pour lui mettre à 0.5, à 13.5 et à 192.168, 14.2. Normalement, avec ces trois-là, ça suffit largement. On peut, si on souhaite, préciser qu'il est sur le domaine, qu'il sera sur le domaine reine.local, mais c'est pas une obligation. Ici, on peut restreindre éventuellement les réseaux autorisés à y accéder en faisant hello spécifique. Donc ça, c'est pour accéder à certains services. Là, on va le laisser sur all. De toute façon, après, on fera des réglages au niveau du pare-feu, de toute façon. Donc ici, petite subtilité à se rappeler avec Trunas, c'est que d'abord, il va tester les changements et on a 60 secondes pour aller à la nouvelle adresse et se connecter. Si on n'a pas réussi à se connecter dans les 60 secondes, pour lui, il estime qu'il y a un problème et il revient à ses réglages par défaut.
Ici, 172.16.0.6. Accède aux paramètres réseau pour maintenant les sauvegarder définitivement. Voilà. Comme ça, au moins, là, c'est bon, on est bien sauvegardé, il n'y a pas de souci. Celui-là, on peut le fermer. Maintenant, je vais dans le stockage, je crée mon pool, save. Donc ici, il me dit que les trois disques ont les mêmes numéros de série. Donc potentiellement, ça peut poser une erreur des soucis et donc perdre des données. Donc là, on va faire hello. On est conscient des risques. Mais ça, c'est parce qu'on est sur des disques de machine de VM. Et donc, ils génèrent pas forcément des numéros de série différents. Il y a peut-être une astuce pour le faire, mais j'ai pas regardé. Ici, il nous dit bien qu'on a trois disques du coup disponibles. Et le layout ici, c'est au minimum le RAID Z1. Il nous dit bien qu'il faut au moins trois disques en ZFS. Et donc là, il conseille du coup d'utiliser le RAID Z au lieu du DRAID sur les petites configurations. Donc là, c'est notre cas. Après le 2, du coup, là, il faut au moins 4 disques pour des protections supplémentaires. Et le RAID Z3, il faut au moins 5 disques. Donc de toute façon, il n'y avait pas le choix. Il fallait prendre au moins RAID Z1 ou, dans le pire des cas, des RAID. Ici, les disques font 15 Go. Il y en a 3. Donc là, on peut faire directement de Save et Go to Review, puisque tout le reste est optionnel. On pourrait rajouter des disques supplémentaires pour pouvoir les rajouter à ces endroits-là. Ici, il nous confirme que la taille va bien être à peu près de 30 Go, puisqu'après il va perdre toujours un tout petit peu pour stocker des données de base. On crée le pool, on confirme que ça va être effacé. Ici, sur des ça dans vraiment test, il n'y a pas de problème, c'est si vous mettez des disques où il y avait déjà des données dessus, qu'il faudrait faire attention. Voilà, donc là, on a bien nos éléments. Ensuite, je vais créer un utilisateur, puisque normalement, si on le fait en Samba, on a besoin d'un utilisateur qui peut y accéder. Donc là, je vais faire SMB, par exemple. Lui donner un mot de passe. Ici, on pourrait lui créer un répertoire personnel. Mais là, comme c'est juste pour de la connexion, c'est pas forcément pour du log et pour qu'il puisse créer des fichiers dedans, on va pas lui créer. Il n'a pas accès au shell et enfin au SSH, mais il faut surtout vérifier qu'ici ce soit bien coché SMB user. Donc je save. Voilà. J'ai bien mon utilisateur.
Ici, bon, je sais pas pourquoi ils ont décidé de commencer à 3000 l'UID au lieu de commencer à 1000 sur des Linux classiques, mais c'est pas gênant. Ensuite, j'ai bien mon datasave, mon dataset, ça c'est bon. Maintenant, je vais créer mon partage. Donc, je vais le créer en Samba, mais comme du coup, vous étiez parti sur aussi sur du NFS derrière, je vais faire un peu différemment. Alors, je vais déjà créer ici dataset, sauvegarde, et ici, je fais un peu différemment, je vais cocher directement multi-protocole. Euh, ouais, voilà. Comme ça, il fait du NFS et du Samba directement avec le même partage. Backup, et je save. Donc là, il me demande si je veux démarrer le Samba automatiquement. Oui. On voit qu'il n'a pas démarré le service NFS. Donc je vais aller le démarrer. Et au passage, je vais cocher le SNMP. Et je vais aller le régler. Donc ici, je vérifie le nom en fait qui est marqué ici de la communauté. C'est ce qui nous servira tout à l'heure quand on voudra mettre le TrueNAS en surveillance par SNMP dans le Zabbix. Donc là, maintenant, on va retourner dans le partage. Et on va éditer le file system, c'est-à-dire les contrôles d'accès qui vont nous permettre de dire en fait qui a droit de faire quoi. Donc par défaut, le propriétaire, c'est le root, il a droit de tout. Le groupe root a droit de modifier. Les utilisateurs déjà présents, les built-in, c'est-à-dire créés lors de la création du TrueNAS, ont droit de modifier aussi. Et le groupe administrateur a droit de tout faire aussi. Donc là, on voit que notre utilisateur, normalement, il est dans aucun de ces groupes-là. Donc du coup, on va devoir soit l'ajouter à la main en faisant add item, ou on peut utiliser aussi un preset. Si on peut pas s'embêter, ici, on peut du coup déterminer quel preset on veut utiliser. Et si on fait par exemple NFS4 open, du coup, on voit qu'il a modifié et on voit que tout le monde a droit de modifier. Donc du coup, là, on est sûr de ne pas avoir de problème, mais potentiellement, ça peut permettre qu'il y ait des gens qui fassent des modifications alors qu'on souhaiterait pas. Donc c'est à voir en fonction des éléments qui sont à stocker dessus. Et sinon après de limiter d'autres façons qui a droit d'accéder par rapport à l'adresse IP par exemple. Mais sinon, ici, si on avait plusieurs autres utilisateurs, parce qu'on avait relié par exemple le TrueNAS à l'AD et qu'on avait beaucoup d'utilisateurs, au lieu de everyone, on pourrait aller sur user directement ou groupe et rajouter juste l'utilisateur SMB. Comme ça, il n'y a que lui, dans les autres utilisateurs qui ont été rajoutés, qui a droit de faire des modifications.
Les autres n'ont pas droit d'accès. Après ici, les permissions, bah ça c'est du coup si on veut affiner, qu'est-ce qu'il peut lire, qu'est-ce qu'il peut écrire, est-ce qu'il peut ajouter ou pas. Parce que par exemple, on pourrait juste dire qu'on peut ajouter des données à des éléments déjà existants, mais on peut pas forcément réécrire de nouveaux fichiers. Voilà, en fait, on retrouve à peu près un peu les éléments qu'on trouve dans les sécurités NTFS de Windows.